On va commencer sans plus attendre parce qu'une heure, c'est court pour parler de l'impact social. L'idée était de faire un point sur cette mesure d'impact social, sur ce que ça veut dire d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. On le fait à l'occasion de la sortie de notre premier rapport d'impact chez Eloasso, parce qu'on aime bien, quand on fait quelque chose, essayer de partager notre expérience et de voir si ça peut vous être utile. Donc on l'avait fait avec la sortie de notre premier bilan carbone, on avait pareil fait des webinaires et des ressources pour voir si ça pouvait vous aider. Et donc là, on s'est dit que c'était quelque chose qu'on pouvait faire avec ce premier rapport d'impact social. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Sibieude, qui est ici avec nous, qui est donc professeur fondateur de la chaire Entrepreneuriat et Innovation sociale de l'ESSEC, et moi-même, qui suis donc vice-présidente de Eloasso en charge de l'impact social. De quoi va-t-on parler en une heure? Donc une heure, c'est assez court et en même temps, il faut maintenir votre attention. Donc, on va essayer de ne pas être trop bavard et de garder une session de questions-réponses à la fin. Alors, la question de l'évaluation d'impact social, d'abord, de quoi parle-t-on? Monsieur Sibieude va vous faire un état des lieux à la fois théorique et pratique. Et ensuite, ce que moi je vais vous partager, c'est tout simplement notre démarche et notre retour d'expérience avec la sortie du premier rapport d'impact social de Eloasso, en espérant que ça puisse illustrer tout ce qui aura été dit précédemment par Monsieur Sibieude. Comme je vous disais, on va essayer de se garder une session de questions-réponses pour la fin. Toutefois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Vous avez un petit onglet questions avec un point d'interrogation en bas de votre écran. Nous avons la chance d'avoir Marion et Aïcha qui nous aident sur ce webinaire. Donc, si elles peuvent vous répondre au fil de l'eau, elles le feront. Et s'il y a des questions qui reviennent souvent ou qui méritent un éclairage particulier, on essaiera d'y répondre oralement en fin de webinaire. Voilà. Et du coup, je laisse la parole des bases à fournir avant de se lancer au professeur Sibieude. Bonjour Anna, bonjour mesdames et messieurs. Donc merci Anna de votre invitation et puis merci et bravo de vous appliquer à vous-même ce que vous préconisez d'appliquer aux autres. On est souvent dans un monde où vous avez ceux qui vous disent ce qu'il faut faire et puis qui ne le font pas pour eux-mêmes. Donc cet alignement de vos actes et de vos paroles est de bonne augure et très aligné et très cohérent avec la démarche d'évaluation d'impact, puisque dans l'évaluation de l'impact, il s'agit de se demander si ce qu'on fait correspond à la réalité. Alors la bonne nouvelle dans ce que je lis, c'est que vous êtes 61% à considérer que c'est compliqué, donc ça veut dire que 20 parmi vous, vous allez, j'espère, retirer des éléments intéressants de ce webinaire. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes 61%, et donc ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail pour promouvoir cette idée et cette démarche de l'évaluation d'impact social. Si vous avez la gentillesse de passer la diapositive d'après, s'il vous plaît. J'ai 20 minutes, j'en ai déjà pris une, et j'ai promis à Anna que je serai dans les temps. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire la diapositive qui est à l'écran, parce que souvent, quand on s'adresse à des dirigeants d'associations, ils savent à la fois lire et écouter, ce qui est quand même une bonne chose. Et donc, ce que vous notez dans cette diapositive que vous lisez en même temps que je parle, c'est qu'il y a une définition qui est longue. Pourquoi elle est longue? Parce qu'elle a été co-construite avec un grand nombre de personnes. La première, celle du Conseil supérieur d'économie sociale et solidaire, j'ai une petite tendresse pour elle, parce que j'étais le président du groupe et je tenais le crayon pour la rédiger. Donc j'en connais à la fois ses atouts, mais aussi ses limites. Et donc, quand on est 25 ou 30 à écrire quelque chose, il faut que chacun ait son petit bout de phrase pour s'y reconnaître. Celle d'après est portée par un groupe d'experts de la communauté européenne. Vous voyez qu'elle est 3 ans plus tard. 3 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'on est sur une démarche, on est sur une discipline qui reste encore très nouvelle. Et donc, vous notez dans cette définition de l'impact, il y a d'abord une question de changement. Ensuite, il y a une question d'horizon, long terme, court terme. Ensuite, il y a une idée on n'est pas tout seul. Il y a vous qui avez un impact, il y en a d'autres qui travaillent. Donc, qu'est-ce qui est lié à mon action? Et puis, il y a des choses qui se seraient passées si je n'étais pas intervenu. Donc, ce qu'on appelle des effets qui auraient lieu de toute façon, c'est le poids mort. Et puis, quand on agit, il y a évidemment tout ce qu'on cherche à faire de bien, mais parfois, il y a des choses qui sont moins bien et qui sont des conséquences négatives, plus ou moins maîtrisées de notre action. Et là aussi, il convient de s'y intéresser pour avoir une vision la plus sincère et la plus conforme à la réalité possible. Et enfin, dernier point, quand on agit et quand on est engagé, il peut y avoir ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire une baisse des effets de ce que l'on fait dans le temps. Si vous prenez un verre d'eau, vous buvez, au moment où vous buvez, vous êtes désaltéré, 3 heures après, votre verre d'eau a moins fait d'effet. Et si par exemple il fait très chaud, vous avez encore soif. Voilà,
Donc c'est un peu cette même idée. Donc il faut reprendre un verre d'eau. Donc là, si on prend une activité sociale, ben, il faut remettre de l'effort, il faut remettre de l'activité. On passe à la diapositive suivante par laquelle on va évoquer. Donc, c'est des effets d'une intervention qui soit attendue ou non. Alors là où c'est un tout petit peu compliqué, c'est que dans la terminologie de l'impact, c'est forcément un objectif qu'on s'est fixé. Mais dans la terminologie générale, un impact, c'est une conséquence, c'est un effet. Il peut exister même si on ne se l'est pas fixé. Donc il y a cette articulation à trouver entre ce que l'on s'est fixé comme objectif et puis ces conséquences plus négatives, mais qu'il faut surveiller parce que la vie est ainsi faite que même avec la meilleure bonne volonté du monde, même avec le meilleur dispositif du monde, il y a parfois des effets négatifs, soit qui sont créés, soit surtout qui perdurent. Et puis vous notez cette idée de chaîne de résultats. Donc on est on va travailler sur des maillons et sur une succession d'opérations avec l'impact qui est le dernier maillon de cette chaîne de la valeur. Et on reprend la chaîne de la valeur parce que, alors vous êtes associatif, enfin vous savez tout ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Il y a pas de, c'est un terme qu'on voit souvent dans les entreprises, mais je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. On passe à la diapositive d'après. Et dans la diapositive d'après, on va s'intéresser à ce que ça veut dire, ce qu'on veut dire quand on dit évaluation. Et là, il y a un grand débat, un petit débat c'est un débat de spécialistes, mais il est important de se demander est-ce qu'on mesure ou est-ce qu'on évalue. Alors, en fait, on va évaluer parce que l'évaluation, elle inclut la mesure. La mesure renvoie à quelque chose qui est plutôt quantitatif, c'est des chiffres. Mais le message qu'on veut passer, c'est que l'évaluation d'impact social, c'est pas que des chiffres. C'est pas qu'un Excel. C'est pas que ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs. C'est aussi du qualitatif. C'est aussi des moyens qu'on mobilise. C'est aussi des démarches que l'on engage. C'est aussi des trajectoires que l'on définit. Et donc, on va parler plutôt d'évaluation, même si, bien sûr, l'évaluation inclut la mesure. Et on passe à la diapositive d'après, qui nous dit que l'évaluation de l'impact social, eh bien, on va chercher à mesurer un changement et on va chercher des liens de causalité avec deux choses. L'attribution, c'est-à-dire si au terme de cet échange, certains d'entre vous, au lieu de dire je ne maîtrise pas encore cette notion, j'ai compris les bases, on va dire que ce webinaire organisé par LOASO a eu un résultat qui est qu'on a fait bouger les choses. Et il y a peut-être des gens qui vont dire mais avant je comprenais les bases et maintenant je ne comprends plus rien. Ça, j'espère qu'il ne vous serez pas trop nombreux, mais ça se comprendra en compte et on viendra le déduire de ceux qui auront dit, je suis sûr que vous allez tous dire que vous avez tout compris, ou presque, puisque si vous comprenez vraiment en 20 minutes, c'est que vous êtes vraiment très très fort et que vous êtes sous-estimé, vous avez plus que compris les bases et vous avez et c'est pas si compliqué que ça. On pourra mesurer ce qu'on peut attribuer à l'impact et à quoi moi, en tant qu'intervenant, j'aurais contribué. Voilà, je pense que vous avez bien compris la notion d'attribution et de contribution. Donc, et je vous ai mis un petit auteur parce que ça fait chic et puis parce que comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas, c'est pas juste mes élucubrations à moi, c'est une science et c'est une discipline qui est suivie par un certain nombre d'experts, dont certains sont plus clairs que d'autres, dont certains sont plus dans l'anecdote, mais néanmoins, il y a un corps d'expertise qui doit vous servir de base et de point d'ancrage. On peut passer à la diapositive suivante. Et là, vous voyez apparaître ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'impact. Ça, c'est un point extrêmement important. Vous avez des ressources, c'est tous les moyens dont vous disposez. Ces ressources et ces moyens, vous les déployez dans le cadre d'activités. Donc là, LOASO a des ressources et des moyens, un webinaire, puis un conférencier et un universitaire de service qu'on a fait venir, et puis une vice-présidente très engagée. Tout ça, c'est des ressources. L'activité, c'est on fait ce webinaire. La réalisation, c'est que vous suivez le cours. Voilà, on a un cours, une masterclass pour faire plus chic. Le résultat de la masterclass, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est on espère qu'on va faire bouger les votes. Dans Clair comme de l'Orge-Roche, il est faussé le vote, parce que j'ai voté pour voir, c'est pour m'amuser, et je me suis dit qu'entre les trois qu'on me proposait, je pouvais mettre Clair comme de l'Orge-Roche. Donc en fait, vous n'êtes que deux à considérer que c'était Clair comme de l'Orge-Roche, et après il faudra que ces deux personnes se dénoncent à la fin, parce que ce serait quand même très intéressant. Donc on aura les résultats, et puis l'impact, c'est ce que vous allez faire dans quelques temps en termes d'évaluation de votre impact social. Donc tout ce qui relève des activités de réalisation, vous connaissez très bien, parce que c'est les rapports d'activité. Tous vos financeurs vous demandent des rapports d'activité, et ça c'est bien en place chez tout le monde. Les résultats, c'est ce qu'on attribue directement à l'opération qu'on a menée. L'impact, c'est la conséquence dans le temps.
Pendant que je vous parlais, vous avez lu l'histoire de l'école, l'association pour l'éducation. Donc, on a une école, donc on a 50 000 euros, on a 5 personnes qui travaillent sur le projet. Ensuite, l'activité, ben, c'est qu'on achète un terrain, on dessine des plans, et puis on construit l'école. Les réalisations, ben, on a une nouvelle école qui est construite, et on a 32 places qui sont nouvellement offertes. Le résultat, c'est qu'il y a 8 étudiants ou 8 écoliers qui vont disposer d'un meilleur accès à l'éducation. Ils avaient accès à l'éducation, mais c'est mieux. Ils vont peut-être apprendre le chinois, ils vont peut-être apprendre ils vont peut-être avoir un cours sur l'évaluation d'impact social des associations, qui sait. Donc quelque chose auquel ils n'avaient pas accès avant que nous construisions l'école. Et puis il y a 2 autres qui vont avoir accès à cette formation auquel ils n'avaient pas accès avant. Donc voilà, vous avez la gradation, on va dire, la progression, la trajectoire qui prévaut lorsque l'on parle de chaîne de valeur de l'impact. Voilà, ça c'est accessible quand même à des acteurs qui, même s'ils ne sont pas des spécialistes mondiaux de l'impact social, peuvent comprendre. Donc c'est que fait-on, que produit-on et à quoi attribue-t-on. On passe à la diapositive d'après. Laquelle diapositive d'après va vous donner des exemples d'impact qui illustrent la diversité des approches. Et donc ça, c'est une slide intermédiaire, vous voyez, c'est pour prendre de la respiration, pour que vous puissiez... Il faut toujours des temps forts et des temps faibles dans une présentation. Alors, en fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'il y a des grandes entreprises comme Suez, hein, voilà. Il y a des tiers-lieux, ce sont des lieux où il y a beaucoup d'associations, hein. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que c'est qu'un tiers-lieu. Il y a le réseau des accorderies, qui est un outil qui nous vient directement du Québec, hein, qui repose sur un système d'échange de services entre des citoyens, et l'idée de mobiliser ce levier pour lutter contre la précarité. Et puis Comptoir de campagne, qui est la création d'un lieu de vie dans des villages pour favoriser le circuit court, pour recréer du lien social, pour faire du lien entre le bourg et la campagne. Voilà, vous avez 4 exemples d'évaluation d'impact social que nous avons réalisés, donc sur lesquels on peut vous dire que c'est faisable. La diapositive d'après, c'est un peu un résumé. Alors, on a pris Comptoir de campagne avec Anna, je voulais mettre plus d'exemples, mais Anna m'a censuré. Elle m'a dit que ça allait être beaucoup trop long et que ça ne marcherait pas. Non, je les ai toutes, Thierry. Ah, vous les avez toutes gardées. Vous êtes merveilleuse. Bon, alors, donc, mais si jamais... Mais respirez quand même. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude, ça. Vous savez, je peux fonctionner en apnée. Mais ce qui compte, c'est que les uns et les autres suivent. Donc, le comptoir de campagne, le labo, c'est le labo que j'ai créé avec Élise Leclerc, qui est la directrice du labo. On avait différents domaines d'impact. On voulait alors quand on dit c'est le comptoir de campagne qui nous a dit, on veut réduire la fracture territoriale entre le village et le bourg. On veut créer du lien social entre les habitants des villages et on veut modifier les habitudes de consommation des habitants. Comment le comptoir de campagne peut le faire? Vous voyez à gauche, on commercialise des produits locaux en circuit court, on met à disposition des services de proximité et on crée un réel lieu de vie. La diapositive d'après, parce que celle-là, si je fais celle-là, il faut que je fasse la suivante, vous donne des exemples de résultats. On a 80% des habitants qui ont été interrogés et qui déclarent avoir un accès facilité à des produits et services du quotidien. Vous en avez 70% qui considèrent qu'il n'y a pas d'autre espace convivial dans le village. Donc, pour l'attribution de la contribution, s'il y a de la convivialité dans le village, vous voyez que tout de suite, ça va être assez élevé. Alors, il n'y a pas de la convivialité que dans les espaces communs. Hein, ils peuvent recevoir leurs cousins, leurs enfants, leurs amis. Donc, on peut faire de la convivialité ailleurs. Mais vous avez une première idée. 90% des habitants interrogés estiment que les comptoirs leur permettent de renforcer leur lien social. Donc ça, le lien social, on peut le faire avec son voisin, avec sa voisine. Enfin, c'est vrai que d'avoir un lieu dans lequel rencontrer d'autres personnes, ça facilite quand même grandement les choses. Et 34 des 91 habitants interrogés ont modifié leur consommation de produits locaux. Vous noterez qu'on a mis des pourcentages, en général, on met des pourcentages au-dessus de 100, en dessous de 100, on ne met pas de pourcentage parce que ça n'est pas forcément représentatif. Voilà, ce sont des exemples. La diapositive d'après, tac, va nous donner sur les tiers-lieux, eh bien, les porteurs de tiers-lieux veulent et ont voulu travailler à une démarche d'auto-évaluation, parce qu'on peut s'auto-évaluer. Et donc, dans cette démarche d'auto-évaluation, un référentiel d'indicateurs a été créé pour 5 grandes familles d'impact: le dynamisme économique, le dynamisme social, le dynamisme citoyen, le dynamisme culturel. Et on n'a pas mis dynamisme écologique, ils ont voulu mettre transition écologique. Je pense que c'est la mode qui les a un petit peu
influencé. C'est difficile parfois de se dégager des buzzwords là comme ça, des mots valises. Bon, ils ont une transition écologique. Ils nous ont dit qu'ils voulaient transition écologique. On met transition écologique. On n'est pas contrariant, nous, hein, du moment que ça a un sens. Vous avez, pendant que je vous parlais, identifié la façon dont vous pouvez décliner la réalité concrète de ce que vous dites le dynamisme économique. C'est l'attractivité, c'est l'incubation d'entreprise. Pour le dynamisme social, c'est la contribution de l'aide sociale, c'est la coordination des acteurs de l'offre d'activités et de services. Pour le dynamisme citoyen, c'est on associe les personnes, les citoyens aux décisions, la gouvernance. Pour le dynamisme culturel, c'est une programmation enrichie, c'est du rayonnement territorial, c'est des habitants qui participent plus à la vie culturelle. Et la transition écologique, bah, classiquement, la réduction des déplacements, les circuits courts et l'appui à l'innovation d'événements dédiés de pédagogie. Voilà pour un exemple de référentiel. Et là, vous avez des indicateurs. Alors, comme Anna vous enverra le document après ma présentation, mais vous voyez que c'est par des usagers. En fait, je pense que vous pouvez deviner, à partir de ce que je vous ai dit sur comptoir de campagne, ce que peuvent être les indicateurs mesurant l'impact des tiers-lieux. Et on a là les accorderies. Alors là, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on a pas mal d'indicateurs de résultats, ce qui me permet de réalisation et de résultats, ce qui me permet de bien mettre en évidence la différence entre les indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation et les indicateurs d'impact. Voilà pour les accorderies. On a zappé Suez, je pense, parce que Suez, c'était pas trop loin de votre univers. Et vous avez ici, quand même, on l'a remis dans les enseignements clés, on vous a épargné la présentation dans le détail, mais vous avez, ce qui compte dans ce tableau, ce que vous lisez, c'est d'abord, il faut définir une méthodologie. Ensuite, il faut définir des domaines d'impact. Ensuite, les points forts, les atouts, et enfin, les limites. Les limites, c'est très important. Hein. C'est pas parce qu'il y a des limites que l'outil est mauvais. C'est pas parce que l'outil ne dit pas tout qu'il faut pas l'utiliser. Simplement, il est important, quand on utilise un outil, de lui faire faire ce pourquoi il est fait, mais rien que pour ce qu'il est fait. Un outil, vous prenez un marteau pour taper et pour enfoncer un clou dans une planche, ça va bien marcher. Prenez le même marteau pour enfoncer une vis dans une planche, ça va pas être terrible, ça va être mieux de prendre un tournevis. Enfin, ça va le faire quand même. Et vous prenez le marteau pour taper sur la gueule de votre voisin, et ça, c'est mal. Mais vous voyez que dans les trois cas, c'est le même marteau. Donc, tout dépend de la façon dont vous utilisez l'outil qui est à votre disposition. Avec les limites. Le marteau, ça c'est pas génial pour enfoncer une vis, pardon, et c'est pas du tout bien pour taper sur la tête de son voisin ou de sa voisine. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments et c'est comme ça que vous allez construire les évaluations et l'évaluation de l'impact social. Alors, pour qui et pourquoi? Quand on parle d'évaluation de l'impact social, on parle de parties prenantes. Et avant de vous parler des parties prenantes, vous avez 6 étapes dans toutes les démarches d'évaluation d'impact social. D'abord, le cadrage, le périmètre, qu'est-ce que vous allez évaluer? Ensuite, vous allez structurer l'approche, quelle méthode vous allez utiliser, du quanti, du quali, des entretiens, des questionnaires. Bon, enfin, là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Ensuite, une fois que vous avez défini votre périmètre et vos méthodes et votre moyen de collecter l'info, vous allez collecter les données. Là, c'est là que les ennuis commencent. Parce que la donnée est parfois difficile à collecter. Donc, il faut choisir des méthodes, il faut choisir des cadrages qui permettent de collecter la donnée sans trop d'efforts. Alors, les efforts, ça n'a jamais tué personne. Mais c'est comme le bon vin, il ne faut pas en abuser, parce que si vous en buvez trop, ça ne va pas bien. Et ben les efforts, si vous en faites trop, il paraît que ça ne va pas bien. Alors après, qu'est-ce que c'est trop? Il y en a, c'est 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Là, à vous de voir. Mais il y a bien cette idée de proportionnalité, de opérationnalité de la démarche. Une fois que vous avez toutes vos données, on va les analyser. Et une fois que vous les avez analysées, vous allez les interpréter. J'attire votre attention sur le fait qu'analyser, c'est pas la même chose qu'interpréter. On a besoin des deux. Et puis, une fois que vous avez analysé, interprété vos données, à ce moment-là, vous les utilisez. Est-ce que vous les utilisez pour vos financeurs? Est-ce que vous les utilisez pour vos bénéficiaires? Est-ce que vous les utilisez pour vos équipes? Est-ce que vous les utilisez pour les trois? Et naturellement, on ne dit pas la même chose à un financeur que ce qu'on dit à une équipe. On ne dit pas la même chose à son équipe que ce qu'on dit à ses bénéficiaires. Bref, le discours à construire, il sera solide et robuste parce qu'on aura toutes les données pour le construire, mais il n'est pas forcément le même, et c'est pas de la manipulation, c'est pas du cynisme, c'est que on dit à chacun ce dont il a besoin pour avancer, ce qu'il a besoin d'entendre, tout ce qu'il a besoin d'entendre, mais rien que ce qu'il a besoin d'entendre. Donc cette démarche d'évaluation d'impact social en 6 étapes nous permet de nous intéresser à la partie prenante, puisque l'impact que vous voulez avoir, il est sur quelqu'un, il est sur. Alors, ça peut être sur des bénéficiaires. On a vu le comptoir de campagne, ça peut être les habitants, ça peut être les commerçants, ça peut être les présidents d'associations. Bref, vous avez une cible, vous avez des interlocuteurs vis-à-vis desquels vous avez envie tout particulièrement d'avoir
un effet. Et donc, Freeman a inventé cette théorie des parties prenantes. Elle est par opposition à Friedman, vous savez, celui qui a dit, l'économiste américain, qui a dit que seuls les actionnaires avaient un poids. Alors, vous allez me dire, dans les associations, il n'y a pas d'actionnaires. Vous avez tout à fait raison. Mais dans les associations, pendant très longtemps, on a considéré que c'était la gouvernance, c'est-à-dire le fait qu'on soit à but non lucratif, avec un homme, une voix, la libre adhésion, la volonté et l'adhésion volontaire, qui faisait office de réussite. Aujourd'hui, on dit il faut ça, mais en plus, il faut se demander à quoi ce que l'on fait sert et pourquoi est-ce qu'on est légitime à dépenser de l'argent public. La diapositive d'après va vous représenter un schéma. Celui-là, il est super important. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, on va démarrer des besoins. À quels besoins vous voulez répondre? J'ai pris un verre d'eau, j'ai soif, je veux répondre à ma soif. Je prends mon verre d'eau, je bois, et l'objectif que j'avais, c'était de me désaltérer. D'accord? Les ressources, c'était ma bouteille d'eau, elle est là, mon verre d'eau, et donc, éventuellement, si je peux avoir un peu de sirop à la menthe, je mettrai du sirop à la menthe. Bref, les moyens, les ressources que vous avez. Et on va évidemment se demander si les objectifs que vous êtes fixés sont bien cohérents et en adéquation avec les besoins auxquels vous voulez répondre, et si les ressources que vous avez également mobilisées eh bien, correspondent à ce dont vous avez besoin. Si vous avez soif et que vous allez acheter un bout de pain, peut-être vous allez vous nourrir, mais vous ne vous désaltérerez pas, ça c'est sûr et certain. Donc, alors, c'est pas mal de se nourrir, on va dire, c'est déjà bien, mais vous ne serez pas désaltéré. Donc, c'est la même chose pour un besoin que vous avez envie de satisfaire. Et l'objectif que vous vous fixez si vous avez soif, c'est de boire. C'est pas d'aller manger. Il faut toujours essayer d'aller manger parce qu'il y a de l'eau dans tous les aliments. Enfin, vous voyez bien que ça va pas le faire. Donc, ce triptyque-là, besoin, objectif, ressources, c'est la base de toute démarche. Mais il n'y a pas besoin d'évaluer l'impact social pour vous poser cette question-là. Même si demain vous dites que vous n'évaluez pas l'impact social, faire ça sera utile pour votre activité. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez des activités et vous avez des réalisations. Et là, on va parler d'efficience et d'efficacité. L'efficacité, c'est est-ce que j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés. C'est-à-dire, est-ce que là, on a atteint l'objectif de vous sensibiliser à la notion. Très bien. L'efficience, c'est est-ce qu'on a pris tous les moyens nécessaires, mais on n'a pas dépensé trop de temps. Autrement dit, si on vous avait proposé une masterclass de 3 heures, et supposez que vous soyez resté, peut-être que 3 heures auraient été trop long. En termes de temps pour Anna, en termes de temps éventuellement pour moi. Encore que moi, vous savez, je suis payé au mois pour là, je suis pas payé, hein, mais en gros, je suis là pour pérorer. Un prof, c'est fait pour ça, ça aime ça, donc bon, c'est pas très grave. Mais c'est pas la meilleure utilisation et la meilleure allocation, la meilleure optimisation du temps. Donc, l'efficience, c'est tout ce dont on a besoin, rien que ce dont on a besoin, et quelque chose qu'on utilise pour bien expliquer ce que c'est que l'efficience, c'est vous avez très mal à la tête, vous prenez 3 Doliprane 1000. Bon. Vous n'aurez plus mal à la tête, donc vous avez été efficace. Mais 3 Doliprane 1000, vous n'avez pas été efficient. D'abord parce qu'il y a 2 Doliprane qui auraient pu être utilisés pour 2 autres personnes qui avaient mal à la tête, qui n'ont servi à rien pour nettoyer, pour améliorer votre mal de tête. Puis deuxièmement, plus embêtant, les 2 Doliprane de trop que vous avez pris, vous avez abîmé votre foie. Donc peut-être qu'il va falloir déclencher et mobiliser des opérations pour réparer votre foie. Donc vous êtes perdant sur les 2 tableaux. Ce qu'on veut expliquer par là, c'est que, notamment dans le domaine social, où il n'y a jamais assez d'argent, où il n'y a jamais assez de moyens par rapport aux besoins, et dans le domaine environnemental, c'est la même chose, il n'y a jamais assez de moyens par rapport aux objectifs que l'on fixe, la question de l'efficience est particulièrement importante. Donc, vous avez vos réalisations, vous avez vos résultats, et enfin, vous avez votre impact par rapport à vos bénéficiaires. D'accord? Et vous notez que sur le bas de la diapositive, il y a contexte externe. Parce que vous ne travaillez pas dans un monde complètement déconnecté du reste. Ce qui se passe, par exemple, si vous prenez ceux d'entre vous qui sont dans l'animation sociale et culturelle, ce qui se passe actuellement, qui est tragique, hein, a un impact, va avoir des conséquences sur ce que vous faites. Hein. Et ce sera pas lié à votre action. Hein. Il y a donc des reculs, il y a des événements, des faits que l'on va observer, et ces faits-là, eh ben, ils ne sont pas liés à votre action. Donc, le contexte externe est important. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'impact, c'est le squelette du système, le triptyque, besoin, objectif, ressources, ensuite, l'activité, les réalisations et les résultats, et enfin l'impact. Cohérence, pertinence, efficacité, efficience, attribution. On peut passer à la diapositive d'après. On a presque fini, hein, Anna. Et on va se demander pourquoi évaluer. Ah, il y a un monsieur qui rit ou qui n'est pas content. Non, il rit. On pense qu'avec les 3 grammes de Doliprane, il y a même un effet. Il y a un effet.
Vous Voilà. croyez? Ah oui, c'est ça. Oui, oui, en plus. Mais bon, c'est mon côté mesuré. Pourquoi évaluer l'impact social? Là, vous améliorez l'action et c'est un objectif interne. Donc, vous allez mieux connaître les besoins de vos bénéficiaires. Vous allez mieux décrire ce que vous faites. Vous allez mobiliser vos équipes et parce que vous allez leur expliquer qu'évaluer, c'est pas simplement le contrôleur des travaux finis. C'est quelque chose auquel ils participent, auquel ils contribuent. Hein, c'est comme dans un MOOC. Quand on fait passer des tests, en fait, quand on fait passer le test d'évaluation, c'est autant pour évaluer la personne et savoir si elle a bien suivi ce qu'on a dit, que pour l'aider à mémoriser. Pourquoi? Parce que les 10 questions qu'on pose, c'est les points dont on veut absolument que la personne se souvienne après avoir suivi le cours. On veut pas que quelqu'un puisse, moi je veux pas que quelqu'un puisse sortir de mon cours sans savoir 2 ou 3 ou 4 éléments importants du cours. Donc, en posant la question et en le mettant comme système d'évaluation, la nature humaine est ainsi faite que vous allez le mémoriser. Donc, si on faisait un quiz à la fin, il y aurait très certainement quelque chose autour de l'efficience et de l'efficacité, ou il y aurait très certainement quelque chose autour de la chaîne de valeur de l'impact. Donc, vous avez compris que ces éléments-là ont mobilisé l'équipe, ça oriente votre prise de décision, et vous pouvez arbitrer entre différents moyens et différentes solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle améliorer. Les anglo-saxons vont dire improve, you know. Et après, vous allez faire la preuve d'impact, prove, ce qui fait que ça vous permet de vous retenir. Prove, improve. Et d'en faire la preuve d'impact, c'est rendre des comptes à vos financeurs, c'est développer, renouveler des partenariats, c'est vous distinguer des autres acteurs, c'est communiquer évidemment, et c'est obtenir des agréments, des certifications, des labels. Tout ça n'est pas très compliqué. Ça, vous connaissez ça par cœur. Mais ce qui est important, c'est que vous gardiez bien en tête la double dimension d'amélioration de l'action, du pilotage de votre action et l'amélioration, la dimension communication. Je rends des comptes parce que j'utilise de l'argent d'autrui. La diapositive d'après nous donne voilà. Quand on veut définir une démarche et qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'elle est, on commence par dire ce qu'elle n'est pas. Donc, on n'est pas là pour faire que de la com. On n'est pas là pour auto-justifier nos choix. On n'est pas là pour constater et observer des conséquences de ce que l'on a fait. On s'est fixé des objectifs. Et on n'est pas là simplement pour se dire ah ben j'ai l'impression que ça va bien, ou je pense, ou j'estime. L'évaluation d'impact social, c'est passer de ce que je crois à ce que je sais. Je crois que je vais bien. Bon, ben je vais aller faire un examen de prise de sang, et une fois que j'ai fait ma prise de sang et qu'on m'a dit que tout était normal, je sais que je vais bien. Voilà. Donc, mais alors je peux très bien croire que je vais bien, alors qu'en fait je vais pas bien du tout. Je ne le sais pas encore. Voilà. Donc, dans le même temps, ben, vous voyez qu'on est au service de l'action et de son amélioration. On est dans la critique constructive, positive. Hein. On est dans la modélisation, c'est-à-dire qu'on essaye de créer des dispositifs qui permettent de savoir ce qui s'est passé et de pouvoir le reproduire. Quand on modélise, ça veut dire qu'on va formaliser les choses de façon telle que un phénomène qu'on a observé à un instant T, on pourra réutiliser cette observation pour l'instant T plus tard. Et puis, démarche de recherche, parce que on est en interrogation, on n'a pas de certitude, on n'a pas de vérité révélée. Voilà, je crois qu'on est arrivé. Bon, c'est la même. Ça, vous pouvez sauter, c'est très bien. C'est un processus itératif, c'est le même genre, c'est collaboratif. Et oui, alors là, on s'est dit avec Anna que pour les porteurs de projet, voilà, vous voulez faire une démarche d'évaluation, de valorisation et d'amélioration de votre activité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on peut passer. Mais on va aussi regarder ce que c'est pour les financeurs. Théoriquement, dans la diapositive d'après, il y a les financeurs. Si tout est bien, ben non. On n'a pas conservé les financeurs. Vous l'avez passé par la fenêtre. C'est pas grave. Pour les financeurs, c'est un outil d'aide avec mon accord, bien sûr. Nous l'avons passé par la fenêtre. Donc, on est allé directement sur la question qu'il faut que vous devez vous poser pour faire le bilan de l'étude. C'est est-ce que les objectifs que vous êtes fixés ont été atteints? Et l'idée, c'est surtout de savoir pourquoi ils n'ont pas été atteints. Ensuite, est-ce que la perception des choses par vos parties prenantes, est-ce que leur compréhension des problématiques sociales a évolué? Est-ce que vous avez pu mobiliser vos parties prenantes grâce à votre action? Est-ce que vous avez pu obtenir un décloisonnement, des échanges, des partages, une collaboration entre les différents acteurs? Est-ce que votre démarche a favorisé l'innovation sociale? On ne va pas entrer dans la définition d'innovation sociale. Est-ce que vous avez identifié des nouveaux besoins sociaux, des nouveaux publics? Vous avez fait émerger de nouvelles pratiques? Est-ce que vous allez pouvoir essaimer
démultiplié votre activité sur un territoire? Et puis, est-ce que vous avez pu améliorer votre offre de service? Vous voyez que ces questions qu'on a listées, en fait, elles existent dans le rapport ESS et création de valeur qui a été réalisé par d'autres que nous, parce que je vous ai présenté des choses que nous avions fait nous, mais on vous présente aussi des choses que nous n'avons pas fait nous, de façon à bien vous montrer qu'il y a d'autres acteurs, qu'on n'est pas les seuls à être engagés, et que donc tout ce que je vous raconte n'est pas le fait d'une secte que nous créerions avec l'OASO pour vous convertir à la nouvelle religion de l'évaluation de l'impact social, mais bien une démarche qui est partagée et qui est utile et importante pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Merci beaucoup, Je pense que Thierry. je peux prendre le micro. Je crois que j'ai pas trop dépassé, si un petit peu. Non, c'était parfait. Bon, merci beaucoup. Sachez qu'on vous transmettra le rapport, enfin le support, et on vous transmettra même mieux toutes les slides que j'ai retirées pour que nous tenions en 1 heure, mais vous aurez donc une présentation plus riche si vous la souhaitez, avec encore plus d'informations de la part de Monsieur Sibylle. Parce que j'ai pour habitude, quand je travaille avec des organisateurs comme ça de webinaires qui connaissent bien leur public, d'envoyer une présentation un peu riche, et mon interlocuteur est chargé de la faire maigrir. Voilà, donc une fois qu'elle est passée au régime 0% de Anna, vous avez la version light et digeste et sympathique, et puis la version peut-être un peu plus consistante, qui peut être sympathique aussi, mais qui nécessite plus de temps. Voilà. C'est à vous. En tout cas, on vous la transmettra avec plaisir. Et si vous avez des questions pour Monsieur Sibylle, n'hésitez pas à les mettre dans le chat questions, enfin le petit onglet en bas à droite, et on y reviendra après cela. Donc du coup, l'idée était de pouvoir enchaîner après ces bonnes bases sur l'exemple Helloasso, en espérant que ça puisse vous éclairer et qu'on puisse aussi vous communiquer les premiers résultats dont on est assez fiers. Évidemment, j'allais dire, mais on ne savait pas exactement tout ce qu'on allait découvrir. Alors, nos objectifs de départ, puisque c'est évidemment primordial de poser les objectifs, c'était de formaliser notre approche sociale dans un contexte d'accélération et d'agrandissement des équipes. Donc, pour vous dire, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, l'équipe Helloasso, c'est 150 personnes. On a 300 000 associations qui sont inscrites. On en a entre 6 000 et 8 000 nouvelles qui s'inscrivent tous les mois. Donc, on est vraiment dans une dynamique de grosse croissance. Et dans ce contexte, ça nous paraissait primordial de bien formaliser ce qui, chez nous, nous guide depuis le départ, mais qui, finalement, manquait peut-être un petit peu de structure. Le deuxième, et qui en découle assez naturellement, c'était d'outiller le pilotage interne avec des indicateurs, puisque là, c'est le improve dont parlait Thierry tout à l'heure, pour améliorer l'impact que nous avons évalué. Ensuite, sur la partie, là c'est plus sur la partie droite, donc la communication plutôt externe, c'est important pour nous de pouvoir illustrer la valeur sociale de Helloasso, notamment auprès du grand public, et c'est un des objectifs tirés avec ce rapport. Et ensuite, c'est assez nouveau pour nous. On s'est consacré beaucoup sur la création de valeur pour les associations, c'est notre cœur de métier. Mais aujourd'hui, on se dit qu'on peut aussi créer des ponts et de la valeur pour les citoyens et citoyennes qui cherchent à participer à la vie associative. Et pour ça, on a lancé une démarche un petit peu plus prospective, mais en tout cas, ça faisait partie de la même mesure d'impact. Concrètement, on est parti, c'est à peu près les mêmes étapes. Vous n'allez pas être dépaysés. On a défini nos parties prenantes, donc en l'occurrence nous, les associations et le grand public, mais je vais beaucoup vous parler des associations et vous vous y retrouverez sûrement un peu mieux. Donc je ne vais pas trop développer de la seconde partie. Ensuite, formalisation de la mission sociale. À partir de là, on a travaillé avec un outil qui est la théorie du changement, qui permet de décrire comment est-ce qu'on passe des activités qu'on fait sur les effets produits et l'impact que l'on cherche à avoir au final. Et donc, c'est une description que je vous montrerai, mais vraiment assez graphique sur cette activité-là, produit ce changement-là, qui lui-même produit ce changement-là, qui lui-même produit ce changement-là, etc., etc. Vous me permettrez juste de préciser que la théorie du changement, c'est exactement les deux schémas que j'ai montrés, celui de l'école et puis celui dont j'ai conjuré les participants de s'en souvenir et de le retenir. Voilà, j'espère que vous les avez retenus.
De là, on a donc déterminé un référentiel d'indicateurs en priorisant les impacts sur lesquels on voulait mesurer notre action. On a fait effectivement la phase de collecte des données et ensuite la phase d'analyse. Alors, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Voilà, la phase d'analyse. Tout ça, nous ne l'avons pas fait seul. Nous avons été accompagnés par un cabinet qui s'appelle Improve. Sur la partie association, ils nous ont aidés notamment sur toutes les parties en coaching, sur toutes les parties, sauf celle de l'analyse des données, où ça, c'est vraiment eux qui l'ont faite. Pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on a défini les parties prenantes, bon, c'est assez simple. On a pris les associations utilisatrices de Helloasso et soit en tant que personne morale, soit les bénévoles ou salariés administrateurs du compte Helloasso en tant que personne physique. Parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes impacts sur une personne morale que sur une personne physique. Et ensuite, on avait des critères de caractérisation parce qu'on a fait des hypothèses. On s'est dit que, en fait, en fonction, par exemple, de l'ancienneté sur Helloasso, on avait plus ou moins d'impact sur les associations. En fonction de ce qu'elles venaient faire sur Helloasso, on avait aussi des impacts différents, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on a posées au départ. Ensuite, on a formalisé. Alors, ne prenez pas peur, hein, parce que chez nous, les activités sont complexes et les profils sont très divers. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça n'a pas besoin de ressembler forcément à ça. Mais donc, du coup, on est parti d'une problématique sociétale, donc les difficultés pour le secteur associatif à accéder aux opportunités qu'offre le numérique et le manque de ressources financières. On a essayé de déterminer les causes de cette problématique, puis les conséquences de cette problématique. Ce que vous voyez en vert, c'est là où on estime, nous, qu'on a une légitimité et une capacité à avoir un impact. Et on en a déterminé une mission sociale pour les associations, donc accompagner le développement des associations en leur donnant accès aux opportunités qu'offre le numérique grâce à des outils et des services gratuits. Donc, à partir du moment où on se détermine cette mission sociale, toute l'évaluation d'impact social va être est-ce que nous arrivons à remplir cette mission et à quel point. Donc, ça, c'était notre théorie du changement. Bon, vous n'arrivez pas à la lire et c'est pas plus mal parce que, comme je vous le disais, chez nous, elle est assez complexe. Ce que vous voyez sur la gauche, ce sont les activités Helloasso. Donc, le produit Helloasso, vraiment la plateforme. Ça, c'est la partie rose. La partie orange, c'est l'accompagnement gratuit. Donc, par exemple, ce webinaire fait partie des choses que nous avons listées dans la partie orange. Et la partie verte, c'est la communauté que nous arrivons à créer et le réseau et les opportunités. Et de là, on essaye de symboliser graphiquement tous les changements produits par nos activités jusqu'à remplir notre mission sociale. Une fois qu'on a fait ça, on a mis des petites étoiles sur certains indicateurs et on s'est dit, voilà, ce qu'on aimerait mesurer, ce qui nous paraît facile à mesurer aussi. Donc là, je reprends la métaphore de l'effort. Et on a mis tout ça dans un grand tableau Excel qui, en fait, nous permettait de contrôler tout au long de la démarche que les questions qu'on allait poser dans le questionnaire servaient bien à mesurer notre hypothèse de départ. Parce que sinon, on peut vite partir à faire un questionnaire et finalement, les réponses sont peu ou pas exploitables parce qu'en fait, elles ne nous servent pas à mesurer vraiment l'hypothèse qu'on s'était posée. Donc, on a fait ce grand tableau. À partir de là, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé aux associations. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui y ont répondu. En tout cas, si c'est le cas, je vous remercie grandement puisque c'est ce qui nous permet d'en tirer ces conclusions. On a eu énormément donc, de chance parce que vous avez répondu présente pour répondre à ce questionnaire qui était pourtant assez long. Et on avait un très très bon taux, une très très bonne marge d'erreur. On a rééquilibré l'échantillon pour être sûr qu'il soit représentatif des associations et que ce que je vous présente comme chiffre derrière, on puisse passer de ce que je crois à ce que je sais, puisque cet échantillon est en plus complètement représentatif. Ensuite, la 6e phase, c'était la phase d'analyse des données. Et donc là, on l'a complètement externalisé, ce qui garantit aussi l'impartialité de l'analyse et qui permettait de faire le croisement entre différentes variables qui permettaient de confirmer ou infirmer les hypothèses que je vous avais énoncées. Donc, le livrable, c'est le rapport d'évaluation d'impact de l'année 2022 que nous avons sorti il y a quelques semaines. Je vous présente quelques enseignements clés. Sur la partie association, cette première mesure d'impact nous a permis
en l'occurrence, d'estimer le temps que l'on faisait gagner aux associations, ce qui n'est pas une mince affaire parce que c'est compliqué de se prononcer sur le temps gagné. Donc, en fait, on a bien découpé les tâches sur lesquelles on demandait aux associations de se prononcer pour savoir si Hello Asso leur faisait gagner du temps ou pas. Donc, par exemple, 85% des associations estiment avoir gagné du temps sur la collecte et la gestion des paiements grâce à Hello Asso. Elles le sont un peu moins nombreuses, par exemple, sur la communication. En moyenne, ça nous a quand même permis d'avoir un chiffre qui est que les associations estiment un gain de 50 heures par an. Et ça varie évidemment énormément. Ça, c'est une moyenne. Et l'étude nous permet de voir et de croiser les variables en fonction de plein d'autres caractéristiques de l'association pour savoir si on fait plus gagner de temps aux associations sportives ou aux associations culturelles, par exemple. On a cherché à mesurer à quel point on facilitait la vie globalement des associations. Alors heureusement, pour 92% d'entre elles, on facilite la gestion des opérations de paiement. Donc là, ça tombe bien, parce que c'est quand même notre cœur de métier et notre objectif. Et on a posé d'autres questions sur lesquelles on est potentiellement moins bon, notamment par exemple sur la collaboration en interne. Donc nous, ça nous fait des chantiers à explorer pour savoir si on peut être meilleur sur ces endroits-là. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que Hello Asso est la première solution de paiement en ligne de 87% des associations interrogées. Ça s'explique entre autres par le fait qu'on existe depuis 2009 et que du coup, on est un des pionniers sur le secteur et qu'on s'intéressait aux associations bien avant beaucoup d'autres. Le développement de nouvelles compétences, c'est important pour nous. On a une association sur deux qui estime avoir gagné des nouvelles compétences grâce à Hello Asso. Et on a là, par exemple, une corrélation entre le niveau d'aisance sur les compétences numériques et l'estimation d'un gain en compétences. Ça, c'est important pour nous parce que on s'est toujours dit quand on s'est créé que si on faisait un outil numérique, on voulait qu'il puisse être bien pris en main. Et donc, on a toute une équipe accompagnement qui accompagne les personnes qui en ont besoin, qui ne sont pas forcément très à l'aise sur le numérique, pour tirer le plus grand bénéfice de l'outil. Donc, voilà. Jusqu'ici, c'est relativement cohérent pour nous. Mais on peut chercher à s'améliorer sur ce chiffre. Ensuite, on a cherché à savoir si Hello Asso permettait aux associations d'augmenter leurs ressources financières, et c'est le cas pour 70% d'entre elles. Ensuite, on a essayé de demander une estimation de cette hausse de budget. Donc pareil, là, c'est du déclaratif et de l'auto-évaluation. Et la réponse est 8% pour toutes celles qui ont réussi à donner une estimation. Sur le dernier point qu'on a cherché à mesurer, et celui-ci, il est fondamental pour nous parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, Hello Asso fonctionne sur le principe de la gratuité pour les associations utilisatrices, puisqu'on propose en fait aux personnes qui font un paiement sur Hello Asso de laisser, si elles le souhaitent, une contribution volontaire au moment du paiement. Donc, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est à quel point c'est important pour les associations que Hello Asso soit et reste gratuit. On vous rassure, c'est pas pour savoir si on peut changer le modèle, on compte bien rester gratuit. Mais c'est important pour nous de savoir à quel point ça l'était. Réponse sans appel, pour 97% des répondantes, la gratuité de Hello Asso est importante. Et on est allé un petit peu plus loin et on a même vu que pour 42% des associations qui répondaient, et encore une fois, c'est un échantillon représentatif des associations sur Hello Asso, 42% des associations renonceraient au paiement en ligne si il n'y avait pas d'outils gratuits. Ça peut vouloir dire, par exemple, un retour au chèque ou au papier, un retour à plus de temps sur toutes ces tâches, etc. Donc en fait, l'innovation sociale de Hello Asso se situe vraiment à cet endroit-là, sur la capacité de répondre à un besoin qui ne serait pas bien couvert s'il n'était pas gratuit pour les associations. Donc ça, c'est un résultat qui est très important pour nous. Et enfin, on a posé une question ouverte parce qu'on ne savait pas et qu'on ne voulait pas influencer les résultats sur les impacts négatifs que pouvait produire l'utilisation de Hello Asso. Alors, pour 67%, il n'y a pas eu d'impact négatif à remonter. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Et ensuite, ça nous permet d'étudier, brique par brique, ce que nous remontent des associations utilisatrices pour qu'on puisse aussi s'améliorer sur cette partie-là des impacts négatifs. Voilà.
J'aimerais vous laisser quelques temps pour les questions. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça sur la présentation. Si vous voulez aller plus loin, il y a un MOOC complet et qui est gratuit sur l'évaluation d'impact social que vous pouvez trouver sur Coursera. Vous avez le lien sur l'écran. Et vous avez le rapport d'impact qui est disponible à télécharger sur eloasso.com/impact. Voilà, donc maintenant, les questions les questions sont à vous. Je suis fatiguée, c'est une fin de journée. Mais si vous avez des questions, en tout cas, c'est le moment. Anna, juste 10 secondes pour dire deux choses. D'abord que le MOOC est gratuit, mais que si les participants veulent bénéficier du certificat, il faudra qu'ils acquittent l'astronomique somme de 49 € à Coursera, qui est l'organisation qui met en ligne le MOOC pour avoir un certificat signé de ma blanche main. Et deuxième élément important, la théorie du changement que vous avez présentée, nos confrères de Improve ont une approche qui privilégie une théorie du changement très très complète. On peut faire il y a sans aucune difficulté la possibilité de formuler des théories du changement moins complexes, moins complètes certes, mais donc peut-être plus digestes. Tout ça est dépendant de l'attente des participants, mais il faut insister sur le fait que la théorie du changement n'est pas forcément et obligatoirement aussi complexe que celle que vous avez présentée, qui est très complète et de qualité, ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Non, je pense que c'est lié aussi à la diversité des activités, des programmes et des profils utilisateurs de Eloasso en plus de la méthodologie. Voilà, pour vous rassurer, vous pouvez vous lancer. Voilà, mais comme je les connais, comme je sais bien comment travaillent les uns et les autres, je voulais simplement attirer l'attention des uns et des autres sur les autres. Il y a des questions, certaines sont pour vous, certaines sont pour moi dans le chat, mais peut-être que… Je vais laisser la parole à Marion qui va nous les distribuer. D'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a une première question qui donc portée, je l'affiche à l'écran. Il y a beaucoup de quantitatifs dans ces exemples. Comment révéler l'évaluation sensible de nos actions, témoignages, paroles de personnes? Est-ce qu'il y a vraiment que des chiffres qui permettent de révéler notre impact? Alors, pour répondre à votre question, nous, on a beaucoup utilisé les verbatims et on les met beaucoup en avant aujourd'hui. Donc, en fait, non, il y avait beaucoup de questions ouvertes et avec les mots des associations qui étaient très importants pour nous. Et ce qu'on essaye de mettre en avant de plus en plus, et là, c'est plutôt via les outils de communication, c'est des visages, des témoignages, des expériences concrètes qui viennent compléter le quantitatif, bien sûr. C'est ce que j'ai exprimé quand je vous ai dit que l'évaluation d'impact social, c'était pas que des tableaux Excel, c'était pas que des chiffres. Maintenant, quand on fait une présentation en 10 minutes d'une évaluation d'impact social, ce sont les chiffres qui apparaissent les premiers parce que ce sont les données qui sont les plus simples à présenter. La difficulté, c'est que parfois elles sont tellement simples qu'elles en deviennent simplistes. Il y a beaucoup de quali dans une démarche d'évaluation d'impact social, il y a beaucoup d'entretiens qualitatifs pour construire le questionnaire. Il y a ensuite des questions qui permettent d'utiliser le verbatim comme Anna vous le signalez. Et là, une présentation complète, mais il faut prendre le temps, d'une démarche d'évaluation d'impact social repose sur, il y a la moitié de quanti, la moitié de quali, on va dire. C'est pareil aussi pour le reporting quand vous avez les reportings européens sur les questions de impact environnemental, impact social. Il y a aussi toujours une démarche qualitative. Quels sont les moyens que vous avez mobilisés? Quelles sont les trajectoires que vous avez définies? Et c'est ça que j'ai voulu partager également dans mon propos liminaire. Merci pour la réponse. Une autre question de Catherine. N'est-ce pas l'ensemble de ces réponses que demandent les collectivités locales lorsqu'elles lancent un appel à projet? Alors, c'était à quel moment? Au début, c'est quand la question est sortie au début quand je parlais des différents indicateurs. Je crois que c'est ça, hein, Catherine. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que oui et non. C'est ce qu'elles ont dans la tête, mais qu'elles ne formalisent pas forcément. Donc, c'est ce dont elles ont besoin, mais c'est pas forcément ce qu'elles vous demandent. C'est la différence entre un besoin et une demande. Vous savez que on sait que vous avez par exemple besoin d'arrêter de fumer, mais vous n'avez pas de demande d'arrêter de fumer. Vous allez continuer à fumer ou à boire trop. Voilà. Donc, il y a clairement dans la démarche d'évaluation d'impact social le moyen et la collecte et la constitution d'une information qui répondra non seulement aux demandes de la collectivité locale, mais qui vous permettra d'aller même au-delà de la petite demande. Souvent, la collectivité locale vous demande des réalisations. Elle vous dit qu'est-ce que vous avez fait de mon argent? Est-ce que vous avez fait
et c'est pour ça que je parlais de rapport d'activité. Sur l'impact, elle est moins demandeuse parce qu'elle a moins formalisé et les services des collectivités sont encore dans une démarche où ils ont moins bien formalisé leurs attentes. Mais pour autant, si vous êtes, vous, en capacité de proposer des informations qui vont non seulement répondre à leurs demandes, mais les aider à aller au-delà, vous serez en position encore plus forte. Une question de Marion. Vous avez donc fait 2 questionnaires différents, une pour les actions et une autre pour les particuliers, qui est destinée à Anna. Tout à fait. 2 questionnaires différents, 2 approches différentes, puisque 2 parties prenantes différentes, donc 2 théories du changement différentes aussi. Vous avez parlé des théories du changement. Y a-t-il d'autres méthodologies couramment et assez facilement utilisables? Eh bien, écoutez, au risque de vous désespérer, la réponse est, de mon point de vue, non. La théorie du changement et la théorie des parties prenantes sont les 2 éléments structurants et fondamentaux de la démarche d'évaluation d'impact social. Sinon, c'est une enquête de satisfaction, peut être une évaluation de politique publique, mais l'évaluation d'impact social, elle passe par la théorie du changement et la théorie des parties prenantes qu'on combine l'une à l'autre pour arriver à produire un certain nombre d'informations et de données utiles pour le déplacement. Et une dernière question pour l'instant. Pouvez-vous nous partager le budget de votre démarche avec Improve? Je ne vais pas vous partager le budget brut parce qu'il aurait peu de nuances, mais en revanche, ça nécessite un sacré investissement pour des associations. Et il me semble qu'une des démarches classiques, mais Thierry, vous saurez peut-être mieux que moi, c'est de faire financer la démarche par des mécènes ou des financeurs, enfin ceux qui financent en tout cas et qui cherchent à avoir l'impact social au final. En tout cas, oui, c'est un budget qui est conséquent si on veut le faire correctement. Bon, là, vous avez bien voté en touche. Bon, on va considérer que vous étiez derrière vos 22 mètres, donc on ne va pas vous redemander de répondre. Bon, 2 choses. D'abord, effectivement, le faire payer par des financeurs, c'est une bonne idée. Ceci dit, si vous voulez faire payer quelqu'un, c'est bien de pouvoir lui dire combien vous avez envie qu'il paye. Donc, voilà, oui, bien sûr. Mais si vous avez une moyenne, ce sera peut-être plus éclairant que. Je peux donner des fourchettes. Une moyenne n'a pas de sens parce que tout dépend de ce que vous faites. Si vous faites quelque chose de très complet ou de très sophistiqué, ou si vous faites quelque chose de plus léger, disons que, et ça dépend de l'activité. Alors, je vais vous donner le premier chiffre. D'abord, on considère que l'évaluation d'impact social pour un budget, sur des budgets un peu significatifs, c'est entre 3 et 5%. Donc, en dessous de 3% du budget, on ne peut pas faire grand-chose. En dessous de 5, c'est difficile. C'est au-dessus de 5, c'est qu'on est déjà dans une démarche très sophistiquée. Après, évidemment, 3% de 100 000 euros, c'est pas la même chose que 3% de 1 million d'euros si vous avez une association dont le budget est de ce montant-là. Donc, il y a des planchers. Le plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre, c'est 10 000 euros. 7 500, 10 000 euros. En dessous de 10 000 euros, si vous avez une activité qui est un peu conséquente, vous ne ferez pas grand-chose. Il y a une autre question qui vient d'apparaître dans le chat de Anne-Sophie. Mais le budget est différent si c'est un accompagnement ou si c'est complètement externalisé, non? Oui. Ouais. Tout à fait. En fait, effectivement, c'est une bonne question. Un budget avec uniquement un collaborateur, enfin, une prestation externe ne permettra pas de remplir toute la fonction amélioration et pilotage de l'activité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, vous avez toujours à prévoir un coût interne, c'est-à-dire une ressource, une personne qui va être mobilisée sur la question, pas à temps plein, il n'y a pas besoin d'un temps plein, mais avec quand même un volume alors ça dépend aussi dans l'année et des périodes, avec un volume de disponibilité, une disponibilité quand même suffisante. Et puis surtout, le deuxième élément qui est très important, c'est que le responsable, le patron, soit engagé et porte la démarche. Sinon, la vie de ceux qui font l'étude est très difficile et l'intérêt, le caractère significatif de ce que vous obtenez devient très vite limité. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions qui sont apparues. Merci à vous pour les réponses. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous toutes et tous. C'est difficile comme sujet, c'est encore plus difficile en 1 heure. J'espère que ça vous aura quand même donné quelques éclairages et on vous transmettra du coup les éléments.
Merci Et faites beaucoup. le MOOC, hein, de toute façon, c'est gratuit. Ça vous acclimatera et ça vous ouvrira peut-être des perspectives et peut-être aurez-vous une épiphanie, sait-on jamais. Merci beaucoup.